phase de discussion. Victor, je rebondis sur le fait que les journaux officiels, pour avoir les versions antérieures, sont ou payants ou il faut souscrire, oui, il faut adhérer. Payant, il y a une somme de 100 € pour accéder à la totalité des textes de loi. Accès aux textes antérieurs. Oui, oui, c'est ça. Toi, dans ta préparation, tu as vu quelques articles ou bibliographies sur la question des langues minoritaires en Serbie, juste sous l'angle juridique. Alors, ce qui est pratique dans les rapports sur la charte, c'est que soit ils sont en français, soit ils sont en anglais, et des fois, l'État traduit les extraits de législation pertinents. Et ça, on peut les utiliser, vu qu'il y a plusieurs rapports ensuite. Ça a commencé en 2007. Donc, depuis 2007, chaque fois qu'il y avait un changement de législation, l'État évoquait le texte. Justement, il mettait des extraits dans le rapport du Ça, c'est assez facile à comprendre. Merci. Même si c'est en anglais, c'est beaucoup plus facile. Je sais pas si c'est plus facile à traduire. C'était très intéressant. C'était très. Ça laisse à réfléchir, je peux dire. Oui, parce que sur la situation en Serbie et en Russie, oui, c'est très proche, même au point de vue des notions aussi. Et Natalia, je vous conseille aussi de regarder, si je peux vous donner des conseils, le Narodnost, parce que Narodnost, c'est le terme très, très difficile. Elle est apparue en Russie en 1818. Et finalement, c'est la traduction soit du français, soit de l'allemand, soit de les deux, parce qu'il y avait deux, en fait, idéologies qui influençaient, je pense, la Russie. Et Narodnost, c'est peut-être nationalité, mais au même moment, c'est aussi, il y a le sens ethnique là-bas. Donc, regardez dans ce sens. Et puis, vous parlez de la traduction de Naric. À mon avis, ne faut pas chercher la traduction parce que vous ne trouverez pas. Cette... On s'est rendu compte. La question en fait, du sens de ce mot, parce que ça peut signifier tout ce que vous voulez. C'est dialecte, c'est govor, c'est variété, c'est... Ça, Direct. On le traduit à partir du contexte. Chaque cas est différent. Contexte, oui, oui, oui. Et c'était aussi, c'est très intéressant, la première partie, je ne pouvais pas dire un mot parce que c'est difficile vraiment avec ce système. Mais il me semble, peut-être je me trompe, mais chez nous, en Russie, il y a énormément de problèmes parce que c'est pas 12, 10, 15, 20 peuples, mais c'est 200 à peu près. Et comment les compter? Parce que ça dépend comment les compter. Vous pouvez avoir les chiffres tout à fait différents. Mais l'essentiel chez nous, que ces peuples, ils se sentent l'ethnie. Tandis que peut-être en Yougoslavie, ex-Yougoslavie, dans les Balkans, c'est plutôt la langue qui dirige. Peut-être je me trompe, je ne sais pas, mais ça m'a paru comme ça. C'est la langue qui est beaucoup plus importante que la technique, mais peut-être je me trompe. Et donc, minorité linguistique, oui, c'est valable. Chez nous, non. Dans quel sens, Alain? Parce qu'il y a une étudiante qui était très intéressée. Elle a regardé, elle a feuilleté un peu la base, et puis elle a pris la décision de faire la thèse sur les catégories, mais en France plutôt, parce que elle se spécialise en français et elle a choisi cette partie-là. Et puis, elle fait les premiers pas dans ce sens, elle creuse un tout petit peu, elle essaie de comprendre qu'il y a la catégorisation sociolinguistique. C'est au sujet de l'étudiante qui travaille avec toi si j'ai bien compris, qui s'inscrit en thèse avec toi et Bien qui va travailler euh, sur la base, qui va utiliser les matériaux de la base. Est-ce que tu peux nous en dire deux ou trois mots, s'il te plaît? C'est vrai, on est en plein dedans. C'est ça, oui. Bon, pareil, si on peut l'aider à travers toi ou directement. Merci, merci, oui, merci. Je pense notamment aux nombreux juristes de cette salle. Elle va partir parce qu'elle a des cours. Oui, d'accord.
J'allais le dire aux juristes phénoménologues. Elles sont les juristes phénoménologues. Le juriste est naturellement phénoménologue. C'est une métathéorie. Donc, c'est comme la sémiotique ou la linguistique générale. Ce sont des métathéories. Après, on peut toujours dire que la linguistique, bah oui, c'est une évidence. Il y a des sons, il y a des morphèmes. J'ai des questions encore. Ça reste quand même une théorie. On est là pour ça. Voilà, là, ils sont dans la phénoménologie. Revenons à... Est-ce que, là, vous ne pouvez peut-être pas encore dire, puisque vous essayez d'inventorier l'état de la catégorisation de ces langues en Serbie, mais je pose la question aussi à Svetlana. Est-ce que vous voyez l'une ou l'autre, surtout toi, Svetlana, qui maintenant connaît ça depuis longtemps, enfin longtemps, relativement, mais quand même. Est-ce que tu vois, est-ce que tu sens ou tu vois apparaître de nouvelles notions ou des notions qui ont tendance à disparaître au profit d'autres, tu vois? En gros, là, sur le moment actuellement, bon, c'est un moment évidemment pas très simple, est-ce que tu vois des changements, des évolutions en cours par rapport à ça, par rapport à ce paysage, je vais dire, notionnel? Voilà. Ça reste stable tel qu'on l'a vu, nous, avec la base. Pendant des heures, c'est difficile à répondre comme ça vite. Oui. Si, bien sûr, ça change. On n'a pas la réponse. Parce que ça change toujours avec le changement de l'idéologie, hein. Ça dépend Oui, de voilà, il y a ça aussi, oui, bien sûr. ce que je vois, mais c'est la première chose qui vient quand on parle à ce sujet-là, c'est par exemple la notion de minorité. Ah, D'abord, c'était minorité les années 20, puis dans les années 30, il y a plus de minorité en Union soviétique, et c'était exprès, c'est la partie pris. Puis, les minorités se sont apparues dans les années 80-90. Et maintenant, les minorités, non, c'est pas. C'est les... Svetlana, vous êtes toujours là? Ah, très bien. Je me suis connectée sur la base parce que vous avez compris que le travail de Natalia sera d'ajouter à ces langues, elle l'a dit. Donc, on aura un bouton ou un petit rectangle serbe avec les extraits qu'elle aura pu encoder. Donc, sur la base des premiers travaux sociolinguistiques et juridiques que vous aurez trouvés. Voilà, c'était... Et on a vu, et notamment par analogie avec ce qui a été fait en Russie, qu'on retrouve certaines, comme vous le disiez, on retrouve certaines notions dans ces deux contextes. Non, non, c'est très bien parce que le français et le russe, c'est deux planètes. Tandis que le russe et le serbe, c'est ouais. différent. Mais pourtant, non, c'est intéressant parce que l'influence de tout, c'est le mélange. Il faut. On voit beaucoup de points communs comme ça. Enfin, nous, on en a bien sûr constaté, alors qu'on n'est pas slavisant. Oui. Mais c'est vrai que d'avoir déjà tout cela en russe, ça aide beaucoup pour la alimentation de la base. Ça aurait été plus compliqué de passer directement en français. Alors bon, on n'a pas, par exemple, bon, dans un avenir X, Y ou Z, voir comment ça se passe en bulgare, par exemple, mais on a moins de matériaux. Avec le serbe, on peut avoir finalement beaucoup de matériaux à travers le Conseil de l'Europe. Et puis bon, Oui. La Bulgarie n'a pas adhéré à la charte européenne, donc on a un peu moins de matériaux. Ça aurait été d'avoir des décisions de justice, s'il y en a eu. Non, mais pour la Bulgarie, on peut quand même avoir. Oui, voilà, ouais. Il y a l'application de la Convention cadre, et puis ils ont leur propre législation quand même aussi. Mais des décisions de juge interne aussi. C'est intéressant de comparer aussi avec les Serbes et les Russes. Un doctorant. Hugo doit en avoir dans ses stocks. Ouais, il devait être là, mais finalement, ils s'en sortent avec les petits. Voilà, ils essaient d'attraper un collègue serbe juriste. Mais alors, il y avait un doctorant à l'époque qui travaillait avec Hugo Flavier. Il y avait un doctorant à l'époque qui travaillait avec Hugo Flavier, qui était serbe
Non, pas avec Hugo Flavier. C'était en époque antédiluvienne, Alain. C'était il y a moins de 15 ans. Non. Ah oui. Il travaille avec Zinzak. Non, mais on va trouver quelqu'un. Je vais appeler Hugo en sortant. On l'a publié en 2014 avec Sébastien, Véronique et compagnie. Ça me dit rien. Ah non, Véronique. Ah non, Serbe. Chercher le Serbe. C'est le jeu ouais, c'était, je sais pas quoi, les catégories de langue minoritaire ou quelque chose comme ça en Europe occidentale. Ouais, on va appeler Hugo et on va trouver un collègue avec Jules Cézou qui s'intéresse à ça. Il devrait y avoir des collègues juristes. Bon, bref, ouais. Mais effectivement, le problème, c'est toujours le problème l'accès aux bases de données, parce que si ça se peut, c'est payant pour la jurisprudence. Aussi. Ah oui. Et ça veut dire que parce que c'est payant pour la jurisprudence, parce que ça a dû être accaparé par des boîtes privées. Ça, c'est le truc typique. Svetlana, on a ce problème-là de sources. L'accès aux sources juridiques en Serbie, c'est-à-dire les textes donc, du droit positif, les lois, décrets, circulaires, etc., dans leur version numérique, l'accès est payant. En France, c'est gratuit. Nous aussi, c'est gratuit. Et chez vous, c'est gratuit, il me semble, ou c'est payant? C'est gratuit. Gratuit. Parce que pour le travail, après, c'est important de le savoir. C'est gratuit à partir de 20h jusqu'à... Oui, c'est vrai, tu m'avais expliqué, oui, j'avais oublié. Ouais, c'est vrai. Oh, j'adore. Non, mais au moins, c'est gratuit à partir de 20h. La nuit. C'est comme ça que tu fais travailler les collaborateurs dans ton cabinet d'avocat. Non, mais c'est peut-être pour pas encombrer, je sais pas moi, les réseaux ou comme ça. Non, mais l'idée, c'est parce que c'est une ressource à partir de laquelle les professionnels du droit et les avocats ont du fric, donc on justifie ça payant, alors qu'il y a une idée d'accès au droit de manière démocratique. Je veux dire. Non, mais. Oui. Et après, ce qu'il faut, c'est aussi avoir un État, mais bon, c'est pas le problème de la Serbie, mais qui a suffisamment d'infrastructures pour collecter ce type de données. Parce que, par exemple, dans les États africains, c'est très difficile de faire des recherches, si j'ose dire, empiriques sur les décisions de justice, parce que dans les décisions de justice, tu les as par téléphone, voilà. Tu connais vite l'homme qui a vu l'homme et qui peut te donner des. Voilà. Ouais. Et une notion aussi qui revient, c'est la notion de langue maternelle, qui est utilisée aussi bien pour la langue majoritaire. Oui, dans les textes de loi aussi, oui. Oui, justement, je voulais poser. Dans la Constitution, c'est langue maternelle, c'est utilisé, mais c'est dans un contexte majoritaire. Et avec, pour faire le pont avec ce que disait Victor, langue maternelle avec une définition très subjective de le locuteur déclare que c'est sa langue maternelle. Je ne l'ai pas vu cette définition, mais je vais chercher. Ouais, avec les premiers extraits que l'on a vus, le corpus serbe, on a remarqué que nos langues maternelles étaient très utilisées. Et je ne me souviens plus de ce qu'il en est pour le russe, mais... Je sais très bien que c'est très utilisé, c'est la Première Nation, en fait. Oui, aussi. Alors, par contre, la formulation en russe, alors que là, on emprunte le terme roman, je crois, en serbe, alors qu'en russe, on a une ou deux traductions, un ou deux équivalents, je ne me souviens plus exactement. Pour langue maternelle. En russe, tu dis? Родной язык. Oui, que l'on traduit par langue maternelle, alors que en serbe, c'est le terme roman, qui est le radical roman qui est utilisé, maternel. Attention, alors, c'est материнский. Pardon? C'est maternel.
j'ai pas maternelle, c'est avec aussi. Oui, il y a aussi maternelle. Ce qui est sur la base. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'est là aussi, voilà, là, c'est ça, ça va rejoindre les questions qu'on se pose pour relancer le travail sur la synonymie. En paternelle, là, en maternelle. Parce que, justement, ça donne une image faussée du nombre de personnes qui parlent effectivement la langue. Parce que pour certains, pour les jeunes, c'est plus une langue maternelle. Les langues minoritaires sont rarement aujourd'hui des langues maternelles. Bien sûr. Par conséquent, ils ne sont plus comptabilisés dans la population de personnes qui parlent une langue minoritaire. Donc, dans les communes où il faut un pourcentage minimum de la langue officielle, on va plus difficilement atteindre ce seuil. Ah, d'accord. Et donc, le communautaire, enfin les organes du Conseil de l'Europe, essaient de conduire la Serbie à changer la manière dont il pose la question, à ce qu'il n'y ait plus de langue maternelle, donc pourquoi pas cette notion-là qui apparaisse dans le questionnaire durant le recensement. Après, en 2022, je crois qu'ils ont utilisé toujours la langue maternelle. Parce que là, pour ça, il y a une solution qui a été trouvée en Catalogne, moi, qui me paraît pas mal, en dehors, qui, à mon avis, est transposable tout à fait en dehors du contexte catalan, qui est particulier, évidemment, lui aussi, où, par rapport à cette notion qui est large ou trop large par rapport aux situations de ces langues, donc cette notion de langue maternelle, où il y a une langue native, donc celle qu'on apprend aux premières, langue d'identification et langue d'usage. Donc la langue d'identification, c'est celle qu'on choisit, mais qu'on ne parle pas forcément couramment. Mais c'est celle à laquelle on s'identifie. Et ce qui correspond en fait à ce que l'on désignait, en tout cas pour une partie du champ sémantique concerné, par la notion de langue maternelle. Et pour les situations de certaines langues minoritaires, ou régionales ou minoritaires, franchement, c'est souvent le cas en France, par exemple, mais pas uniquement. Il y a des gens, on connaît bien des personnes qui revendiquent leur langue, entre guillemets, et qui parlent des fois fort mal, mais ils y adhèrent, ils s'identifient à cette langue. Ils pourraient aller jusqu'à dire que c'est leur langue maternelle, ou qu'ils voudraient. Voilà. Et langue d'usage, parce qu'on a des situations situation d'immigration, par exemple, en Catalogne, côté espagnol, où on a pas mal d'immigrés, vraiment, qui utilisent le catalan. Mais c'est langue d'usage, mais qui, globalement, à l'échelle de l'Espagne, malgré son statut privilégié, si on peut dire, par rapport à d'autres langues minoritaires ailleurs, fait partie du champ des langues régionales minoritaires. Mais ces différentes notions, elles rejoignent la distinction qu'avait faite Victor entre subjectivisation et objectivisation. Parce que langue d'usage, c'est objectif, c'est la langue que je parle. Alors que langue maternelle, langue première, on est sur l'identité rêvée, l'identité. Et là, c'est subjectif. On y revient. On la chasse. Le retour de la phénoménologie. Ces trois notions ont été proposées au départ par les personnes qui conçoivent et qui ont conçu les questions pour les recensements linguistiques, pour les enquêtes sociologiques. Ça a démarré, je ne peux pas vous dire la date exacte, je ne sais pas, mais c'est autour des années 2005-2006. Et ensuite, il faut signaler qu'il y a un phénomène massif qui a lieu depuis une cinquantaine d'années, vraiment un demi-siècle, qui est qu'avec la substitution généralisée, en fait, donc la perte des langues minoritaires, notamment en Europe, mais aussi ailleurs, enfin, j'ai beaucoup observé au Mexique, en fait, et en Amérique du Sud, dans le milieu amérindien. Donc, les parents ne transmettent plus la langue aux enfants parce que c'est pas bon pour eux, pour la mobilité sociale, pour réussir dans leurs études, etc. Donc, on mise sur la modernité, on mise sur l'urbanisation et donc et sur les métiers en dehors finalement. Donc, on sait qu'ils vont partir, qu'ils vont migrer, qu'ils vont bouger.
Et les enfants donc, en question ne vont pas apprendre la langue parce que la fameuse langue maternelle, ben, elle ne va pas être maternelle ni paternelle parce qu'ils vont apprendre le français ou l'espagnol ou l'anglais en fait, selon le contexte, y compris les Bretons hein, ou les Occitans. Mais par contre, ils reviennent au bout d'un moment, en fait, un certain contingent revient et se réapproprie la langue locale pour s'intégrer. Et donc ça, c'est un phénomène d'appropriation, réappropriation donc de la langue finalement de groupes de pairs qui sont des communautés de pratique, telles que par exemple dans les milieux du secteur primaire ou du secteur secondaire. Donc pour s'intégrer, c'est quand même mieux de... Parce que les vieux ou ceux qui même s'ils s'approchent de la retraite, les anciens parents, en fait, ils continuent de parler entre eux le vernaculaire. Donc, il y a une réappropriation du vernaculaire de la langue minoritaire. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas du tout prévu dans le cadre, disons, canonique de ce qu'on appelle langue maternelle, langue paternelle. Alors, c'est dans le schéma langue d'identification. Alors ça, ceci dit, ça peut devenir langue d'usage, mais sectorielle. Et donc, mais c'est le cas où j'étais impressionné au Mexique. Il y a une langue qui est un isolat comme le basque qui s'appelle le Huave. Et je me souviens qu'il y avait des maîtres d'école Huave qui, tu les voyais faire cours, tu les voyais travailler la langue aussi avec leurs collègues. Tu te disais, bon sang, ils l'ont parlé comme père et mère, c'est leur langue maternelle. Et en fait, dès que tu creusais, ben, tu apprenais que, ben non, moi en fait, mes parents ne me l'ont pas transmis, j'avais beaucoup entendu, mais après j'ai émigré à la ville de Mexico, puis j'étais aux États-Unis pendant 5 6 ans, puis après, comme il y avait des postes d'enseignants bilingues et interculturels, ben, je me suis réimprégné, réappropriation, donc appropriation de la langue, avec les anciens, en fait, les parents, etc. Et c'est d'autant plus que l'idée a changé, on s'est aperçu que comme il y avait des postes pour être assisteur bilingue, finalement, ça devenait intéressant. Oui, un peu comme le schéma mirandais. Et tout ça, c'est assez complexe et c'est de la réalité, en fait. C'est la vraie vie, en fait. C'est ça qui se passe. Hein. Et donc, du coup, langue maternelle, langue paternelle, ça devient très, très relatif. Et l'idée de langue d'usage, donc c'est important, oui, mais par rapport à langue d'identification, là, il y a les deux, hein, parce que le Huawei qui s'est réapproprié la langue, il considère que le Huawei est tout à fait une langue d'identification, mais en plus, ça va être une langue d'usage avec ses pairs ou, en fait, ou avec ses parents. Mais en même temps, il va rester quand même très acculturé et utiliser beaucoup plus l'espagnol que ne l'aurait fait. Il est plus à tendance L2, finalement, langue seconde dans la langue maternelle. Ça se mesure après à la génération suivante et en gros sur 3 générations. Si jamais ça doit redémarrer comme ça. À suivre, affaire à suivre. Mais ça, c'est les paramètres socio-linguistiques de la vraie vie, en fait, de ce qui se passe hein, dans la réalité des sociétés. Hein. Je me souviens aussi au Mexique les Mixtecs. En fait, il y avait des Mixtecs qui avaient complètement pas appris du tout la langue dans leur enfance et qui se sont mis à la réapprendre mais avec des facilités parce que quand même ça se parlait beaucoup autour d'eux. Histoire de devenir instituteur bilingue, etc., mais qui après même faisait plus ou moins semblant de vraiment la maîtriser, en fait, et du coup faisait courant en espagnol. Alors là, langue d'identification, pas du tout langue d'usage. Et je me souviens aussi une fois un instituteur qui était en train de faire les comptes justement pour la SEP, la Secrétariat d'éducation publique, donc qui est le ministère de l'Éducation au Mexique qui gère toute la question aussi de l'enseignement bilingue et interculturel. Et il a passé la soirée à râler, disant n'importe quoi, ses parents d'élèves, je les connais, ils déclarent qu'ils parlent comme langue maternelle le mazatèque. Pas du tout, je parle avec eux tous les deux, je vois comment ils parlent à leurs enfants, ils parlent qu'espagnol à leurs enfants, ça. Enfin, donc, il y a aussi un jeu de miroir aux alouettes permanent sur ces questions, parce que bien sûr, il y a des enjeux, en fait, des enjeux d'emploi, c'est devenu un bassin d'emploi, l'enseignement bilingue et interculturel. Donc, on déclare ce qui va selon ses intérêts. Mais dans les premières recherches de Natalia, on peut en creux voir qu'il y a des notions qui ne sont pas du tout utilisées dans le contexte serbe
Alors moi qui suis à travers le biais du droit français, langue régionale ne se retrouve pas du tout dans un contexte serbe. Donc, ce qui nous permettrait, si on est très ambitieux pour plus tard, de faire une cartographie des notions utilisées en Europe. Si on pourrait faire une cartographie déjà pour certaines notions. Oui, langue propre très espagnole, langue régionale très français, et minorité nationale qu'on retrouve plus dans le contexte serbe et aussi russe. On pourrait même faire, ça serait facile à faire, avec Victor, uniquement une cartographie des pays qui utilisent, les pays ratifiants qui utilisent la terminologie de la charte en langue régionale ou minoritaire, parce qu'un certain nombre de pays la reprennent directement. Oui, l'ont reprise sans l'interroger, alors que d'autres ont lâché le régional. On a l'impression que certains pays ont presque choisi de l'utiliser pour abandonner celle qu'ils avaient avant, qui était peut-être un peu problématique. Mais ça, je ne sais pas. À vérifier. Moi, j'ai une question qui est plus liée au contexte politique. En fait, j'en ai une qui est liée au contexte politique, en fait, pour les sociologistes. J'ai appris que le macédonien a été reconnu officiellement comme macédonien après 1944. C'était quoi avant? Mais en fait, non, non, c'est d'un point de vue linguistique, on va dire, on est dans un continuum avec le bulgare. Et là encore, c'est une décision typiquement politique quelque part, parce que de standardiser finalement, ce qui est absolument normal, hein, pourquoi pas, mais de standardiser dans ce continuum dialectal un dialecte le plus éloigné du bulgare pour faire quelque chose de particulier et autour de ça, justifier l'existence, quelque part, l'existence même de la République de Macédoine du Nord. Il faut téléphoner à un processus d'élaboration par an. Pour lui raconter ça, pour animer ces bonnes relations avec la Macédoine, septembre. Et là, c'est un acte linguistique, quelque part, oui, c'est une standardisation, oui, on sait exactement qui, donc Misievkov, publié la grammaire, 1944. Le macédonien existe, entre guillemets, officiellement, comme une langue slave du Sud, et les Bulgares ne l'acceptent d'ailleurs toujours par rapport à l'idée qu'on ait pu standardiser une variante et la considérer comme quelque chose de différent. Et j'ai une question comme ça. Est-ce que dans la partie justement nord de la Grèce, est-ce qu'il y a des minorités qui parlent le macédonien du Nord? Oui, des minorités slaves, il y en a, mais après, là, c'est la politique linguistique de l'État grec. Elle est très jacobine. Ah oui, voilà. Politique très jacobine. Ah oui, qui était président de la Cour auprès des droits de l'homme, a fait un jour sur la charte des langues régionales, c'est resté bouche. Ça ne sert à rien, Alexandre Sicilianos, ça ne sert à rien, c'est pas possible, tout ça. Les Grecs sont un peu fâchés avec la question minoritaire. Mais moi, je pensais qu'il n'y avait que les Comarques d'Alda comme minorité. Non, c'est vrai, donc tu as la Macédoine aussi. Ah oui, c'est vrai. Il fait des parlers macédoniens. Jusqu'à Thessalonique. Dans ce cas, pour le macédonien, du coup, c'est de l'Ausbau, mais matiné d'un petit peu d'Abstand, parce qu'on a pris le dialecte le plus différent, donc c'est un petit mélange, un savant mélange des deux, quoi. Pour ça, il faut être donc un linguiste alchimiste, en fait, de ce côté. Et les Égyptiens, parce que ça m'a fait les Égyptiens, oui, j'avais pas les mots aussi. C'est des Roms, non? Mais c'est des Roms qui parlent albanais, en fait. Et des Égyptiens, quoi. Ah, c'est pas des Égyptiens. Non, mais c'est comme Tzigane, tu sais, ça vient de Gypsy, etc. Ça vient d'Égypte, en fait. D'où Rome, en fait, qui est avec le double R, pour se substituer à cette dénomination. C'est ceux que Cléopâtre a laissé pour la bataille d'Action. Ils ont dérivé sur la côte et puis ils ont remonté vers la montagne. Oui, c'est des mythes, des étiologies mythiques. Par contre, il y a un excellent travail sur l'origine géographique des Roms par Marcel de Courcade, oui, qui est paru récemment et qui est, vous avez le meilleur essai jamais écrit là, sur cette question. Ouais, en fait, apparemment, c'est une ville entière d'artisans, de toute
une sorte toute une gamme de métiers, c'est une ville assez prospère, qui a été entièrement déportée à un moment par un sultan, en fait, qui les a déportés vers les Balkans, et de là, ils ont essaimé. Mais c'est très renseigné sur le plan. C'était la fameuse coutume persane où, à l'époque du Grand Mogol, de déplacer des populations, des villes entières. Et donc, il argumente ça de manière assez convaincante. Je ne sais plus où c'est paru, mais je recommande pour ceux qui savent. C'est un livre ou un article? Et c'est un livre. C'est un livre assez épais, un beau livre magnifique. Non, c'est son inédit d'Agière. Ouais. C'était un génie, Marcel Courtiade. Il a travaillé là-dessus toute sa vie. Mais c'est vraiment probant. Marcel Courtiade. Et alors là, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'Égypte qui rentre en ligne de compte. Ça, c'est évident. Mais oui, et c'était une ville du Bengale, en fait. Une petite ville importante, assez entre petite ville et ville moyenne, entièrement déportée d'un coup. Et d'où aussi cette diversité et en même temps une certaine gamme bien définie de métiers artisanaux qu'on trouve aujourd'hui dans les populations de langue romanie. En fait. Mais il l'identifie même aussi sur le plan dialectal, parce que c'est un des plus grands dialectologues du Roumanie, Marcin Courtiade. Donc, en plus des données historiques, il a aussi les indices petite histoire de la langue. Rome, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Première diaspora historique de la guerre. Alors, quelle est la suite de notre projet? Il y a un autre séminaire aussi qui est prévu sur le contexte serbe, non. Oui, je sais. Ça sera la continuité du travail de Natalia et l'encodage. Oui. Et ensuite, sur le projet lui-même, en dehors de la base, sur le projet annuel, un deuxième séminaire en fin septembre-octobre, on n'a pas encore fixé de date avec Alain, sur la notion de synonymie. Est-ce que les notions qu'on rencontre sont toutes synonymes et complètement équivalentes et interchangeables, ou est-ce qu'elles portent des nuances, des connotations? Juridiquement, c'est très clairement le cas, lorsqu'on utilise des termes plutôt qu'un autre en droit. Et donc, en sociolinguistique, on croisera aussi nos remarques, nos regards. Et dans le cadre de ce projet, on aura une deuxième stagiaire en septembre-octobre pour développer la partie basque. Mais donc et qui pourra s'inspirer du travail. Ah, mais clairement. Ça devient la référence. Maintenant, c'est la référence. Voilà. Oui, il va falloir faire comme Natalia. Natalia, dans la suite des 2 mois qui viennent, et en profitant qu'on soit tous ici aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais qu'on aborde? Tu as fait part de tes difficultés, mais est-ce que... Alors, il n'y a pas une notion de quantité, c'est-à-dire combien d'extraits tu peux traiter. Tu as eu un stage de 4 mois. Des chiffres. Oui. Des résultats chiffrés. Un peu de New Public Management. Comment? De New Public Management. De la performance. C'est vrai, de la vraiment, c'est que ça. Mais dans les notions que tu as rencontrées, dans ce que tu rencontreras encore, là, on a, je pense, fait... je ne sais pas si tu rencontreras de nouvelles notions. Xenia qui a une vision aussi un peu de la littérature. Peut-être, on a quand même déjà un peu fait le tour de la question, mais je pense que c'est surtout ce qui va être intéressant, c'est de sortir un peu de ces publications monographiques et d'aller chercher dans des articles sociolinguistiques issus des minorités. Oui, ouais, ça, j'ai déjà cherché un peu, j'ai vu. Il y en a. Sur le hongrois, par exemple, oui, sur le Rutten, Mikhailo Feisa, j'ai regardé les articles de Monica Bala sur le hongrois. Donc, j'ai déjà vu des articles, des personnes, on va dire comme ça, mais même pour le slovaque aussi, j'ai vu, en fait, j'ai cherché sur le site de l'université de Novi Sad, j'ai cherché... parce que eux, ils ont des chaires, des départements différents pour chaque langue minoritaire. Et là, j'ai cherché les personnes et après, je vais chercher les articles, les références. Parce que peut-être que, sans faire de prospective, ce que disait Svetlana, que la notion de minorité disparaît en Russie, on aura peut-être un mouvement comme ça aussi dans le contexte serbe où il y a des notions qu'on utiliserait peut-être plus ou moins.
Par exemple, pour le minorité linguistique, ça, je ne l'ai pas trop rencontré, je dois dire, minorité linguistique, jusque-là, mais minorité nationale, langue des minorités nationales, mais minorité linguistique, je l'ai vu qu'une seule fois. Parce que pour l'instant. La distinction que j'ai pas faite dans une de tes slides sur langue minoritaire, langue des minorités nationales, langue des groupes ethniques. Oui, langue des groupes ethniques, ça c'est le contexte yougoslave. Oui, ça c'était un contexte. Ça c'était une slide qui était intéressante pour voir les différents degrés, presque une hiérarchisation. Oui, mais c'est ce dont Madame Léonard a parlé avec le langue des peuples d'abord et après langue des nationalités et langue des groupes ethniques. Tout à fait, Mais ça, c'était dans le contexte yougoslave, donc maintenant, c'est quelque chose qu'on abandonne aussi. Et... Langue des nationalités, on ne l'utilise plus. D'accord. Maintenant, c'est langue des minorités nationales. Oui, et des groupes langue minoritaire. Comment ? Langue des groupes ethniques non plus. On le rencontre plus trop. Oui, je l'ai pas. Il faudra voir dans les écrits récemment, non, parce qu'il me semble, en effet, si les Valaques étaient un groupe ethnique, parce que j'ai vu chez toi, en effet, ils ont un conseil national aussi, en effet, donc le conseil national de la minorité valaque. Oui, ça existe, et moi j'ai lu un article, c'est pas un article scientifique, mais en ligne sur la standardisation de langue valaque. Quelque part, j'ai même lu que c'est standardisé, mais ça, je ne peux pas dire. Ils ont énormément avancé. Oui. Et ils ont un conseil. Oui. Suspense, donc. Oui, exactement. Pour la suite. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole en distanciel? Nous avons encore des connectés, des plus loin connectés, des personnes connectées en présentiel. Mais je ne dis pas que minorité n'existe plus. Si, ça existe. Oui. Un peu de disparition, on peut dire. C'est l'identité d'abord. Le même système comme chez vous, c'est-à-dire l'ethnie, c'est avant tout, le peuple avant tout, nation avant tout, les langues après. Minorité nationale, c'est linguistique, ça n'existe pas. Mais de temps en temps, il y a les tendances, mais surtout pour les langues d'immigration, par exemple. Peut-être il y a des minorités linguistiques, pas nationales. D'accord. Maintenant, il y a un facteur, je ne sais pas si on doit le prendre en compte, mais je vais me faire un peu l'avocat du diable, hein, parce que ce n'est pas trop ma tasse de thé, mais avec l'ambiance, l'air du temps postmoderniste actuel, parler d'ethnie, par exemple, et tout ce qui est ethno-linguistique, ça a une odeur de soufre. Hein, c'est considéré comme essentialiste, donc c'est voué aux gémonies. Donc, les choses avancent beaucoup de ce point de vue-là, et y compris, je pense, c'est partout, tout près en Europe, mais je pense que ça gagne aussi les pays d'Europe de l'Est, je ne sais pas dans quelle centrale et orientale, et sans doute les Balkans aussi, jusqu'à une certaine mesure. Alors, en Russie, je ne sais pas du tout, je pense que peut-être moins, mais ça aussi, ce serait peut-être pas mal de le prendre en ligne de compte, voir qu'est-ce qui se fait de manière très récente, y compris en Serbie. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine alternative de vision postmoderniste de la terminologie dans laquelle tout ce qui est nationalitaire et tout ce qui est ethnique ou ethno-national, etc., est complètement proscrit comme essentialiste. Je pense que c'est très possible. Hein, je n'ai pas l'impression, mais je ne suis pas dedans. Oui, il y a eu des notions tabous qu'on a réhabilitées, d'autres qui redeviennent tabous. Je pense que ce serait pas mal d'y penser parce que c'est aussi un jugement du point de vue de l'évaluation. Parce qu'on a vu que la base, ça résistait bien quand même. Cette terminologie, Oui, dans un contexte. Alors bon, je ne sais pas, est-ce que c'est proprement français? Non, sans doute pas. Ah non, d'abord c'est très américain, c'est très anglo-saxon, alors là, à fond la caisse, donc, oui, mais et ça prend une ampleur impressionnante. Hein. Et en France aussi, bien sûr, mais c'est... Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ou est-ce qu'on clôt notre séance de travail? Petit comité fructueux. Merci beaucoup, Natalia. Merci.